Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour la deuxième partie de ce podcast vidéo intitulé Tolède, une légende. Et aujourd'hui nous allons parler principalement de l'école de Bagdad et de l'expansion de l'islam. Alors l'école de Bagdad est extrêmement importante et la ville en tant que telle est importante. Elle fut créée par Mohammed al-Mansour et elle se trouve entre le Tigre et l'Euphrate. Nous avons donc deux voies navigables, le commerce va se développer. Qui dit commerce dit échange, et donc quand on a des échanges, eh bien on doit communiquer. Malheureusement à l'époque, les différents groupes qui vont entrer en communication entre eux ne parlent pas la même langue, et donc ça explique le fait qu'on ait besoin de traducteurs et d'interprètes. Et pour ce faire, on va voir la création de la Bayt al-Hikma, que l'on appelle en français la maison de la sagesse. Et cette maison de la sagesse voit le jour en l'an 800. Elle durera 33 ans jusqu'en 833 et sa période d'or s'étend de 813 à 833. Le plus grand traducteur sera Hunayn ibn Ishaq qui aura une influence considérable à l'avenir sur d'autres traducteurs, notamment sur Gérard de Crémone, que nous verrons bien plus tard dans la deuxième génération de l'école de Tolède. Pour comprendre le besoin de traduction en Espagne, nous devons obligatoirement passer par l'expansion de l'islam. Notons que l'expansion de l'islam ne commence pas à partir de 711, mais bien avant. En effet, quand le prophète Mahomet meurt en 632, on observe déjà quelques dissensions quant à la succession du prophète, et nous avons d'une part Abou Bakr, et d'autre part Ali, le gendre de Mahomet, qui vont entrer entre guillemets en guerre pour succéder au prophète. Ce conflit, en fait, on le retrouve encore à l'heure actuelle. C'est la différence entre les sunnites et les chiites. Tout repose principalement sur une distinction, une différenciation d'interprétation du Coran. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va se cantonner à la péninsule ibérique et plus particulièrement à l'expansion de l'islam. Et nous pouvons dire que les Arabes arrivent sur la péninsule ibérique à partir de 711 avec notre cher Tariq ibn Ziyad. On va s'attarder quelques instants sur Tariq ibn Ziyad parce qu'en fait, le nom Tariq ibn Ziyad se retrouve dans l'étymologie de certains mots, c'est le cas de Gibraltar. Si on analyse le mot Gibraltar, on voit que Gibraltar signifie Jabal Tariq, qui signifie la colline ou le mont de Tariq. Les Arabes vont envahir progressivement la péninsule ibérique, ça se fait de manière pacifique, puisqu'à l'époque l'Espagne était une Espagne wisigothique et le peuple était extrêmement oppressé, et donc quand les Arabes sont arrivés sur la péninsule ibérique, eh bien ils ont considéré le peuple comme légitime, et le peuple en retour a considéré les Arabes comme des libérateurs. Les Arabes vont progresser et vont aller jusqu'à Poitiers en 732 où ils seront bloqués par Charles Martel. Ils vont rester dans la péninsule ibérique jusqu'au 2 janvier 1492 où le dernier califat de Grenade, qui est dirigé à l'époque par Boabdil Ier, qui n'est autre que le fils de Moulay Hassen et le neveu de Sagal, va devoir se rendre auprès des rois catholiques et va donc remettre les clés de la ville. Nous continuons ensuite notre périple avec les premières traductions en Espagne et nous allons aborder l'école de Tolède. Ça y est, nous y voilà enfin, nous allons enfin parler de cette célèbre école de Tolède. L'école de Tolède a connu, selon la légende, deux générations. La première génération est la génération de l'archevêque français Raymond de Sauvetat, qui va connaître une période assez florissante avec différents traducteurs, Abraham Barilla ou Platon de Tivoli. Ces deux personnes sont connues pour avoir traduit notamment un traité de médecine que l'on appelle le Quadripartitum, qui est un traité divisé, comme son nom l'indique, en 4 parties, et on utilise encore certaines parties de ce traité à l'heure actuelle en médecine. Nous avons aussi Dominique de Gondi-Salvi, et puis notre cher Hugues de Santayya. Alors, comme ça, Hugues de Santayya, à mon avis, vous ne le connaissez pas, mais si je vous dis qu'il est lié à la série
dark? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il a traduit ce qu'on appelle le Liber de Secretis Naturae, qui en fait est un extrait de ce qu'on appelle la Tabula Smaragdina, que l'on traduira en français par la table d'émeraude. Et dans la série Dark, on voit vraiment cette table d'émeraude. Si je ne m'abuse, le personnage principal, Noah, a dans son dos un énorme tatouage et on répète en permanence Sic mundus creatus est, c'est ainsi que se créa le monde. Eh bien, cette partie de traité provient de la table d'émeraude. On a longtemps considéré que cette table d'émeraude était un traité de magie talismanique, mais en fait, il n'en est rien, c'est plus simplement un traité de médecine et d'alchimie. Alors, la deuxième génération de l'école de Tolède est caractérisée par Alphonse X le Sage, mais aussi le plus célèbre des traducteurs, Gérard de Crémone, qui a traduit notamment le plus grand texte que l'on connaît encore à l'heure actuelle, qui s'intitule l'Almageste, texte écrit par Ptolémée. Et je le disais tout à l'heure dans la vidéo, la traduction de ce texte a été possible grâce aux différents textes qui avaient été traduits au préalable par Winhaini Ben Ishaq dans l'école de Bagdad. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour cette deuxième partie. Je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube pour la troisième et dernière partie de l'école de Tolède, une légende, où nous analyserons vraiment les textes et les données afin de démontrer que cette école de Tolède, en tant que telle, comme on le conçoit, c'est-à-dire comme un corps organisé composé de traducteurs, n'a jamais existé. Je vous retrouve donc très prochainement sur ma chaîne YouTube. En attendant, prenez bien soin de vous. À très bientôt et au revoir.